Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc dans la géopolitique de la Méditerranée et coopération sécuritaire sont au menu de questions d'actu ce soir. La guerre en Ukraine a tout bonnement chamboulé les équilibres mondiaux, redessinant le jeu des alliances et les doctrines militaires se métamorphosent. Et ce n'est pas tout. Cette guerre a exacerbé un certain expansionnisme, d'abord russe et puis iranien, notamment en Afrique, ou comment la guerre en Ukraine a transformé le monde. En quoi le rapprochement entre Riyad et Téhéran pourrait changer la donne dans la région, notamment moyen-orientale. Et à la lumière de ces changements, quel rôle le Maroc est-il appelé à jouer dans l'espace euro-méditerranéen et aussi sur l'échiquier mondial? Réponse dans cette émission, notamment en première partie. En seconde partie, nous allons analyser les dessous de la coopération militaire entre le Maroc, les États-Unis et le reste de l'Afrique dans le contexte de la visite inédite du chef des états-majors des armées des États-Unis à Rabat. Une émission donc 100% stratégie avec l'expert en questions géostratégiques, professeur Cherkaoui Rodani. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour Madame Ihsan et merci pour l'invitation. Alors c'est une émission d'actualité. L'actualité, c'est cet entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie marocaine et son homologue russe, entre Nassal Bourita et Sergei Lavrov. C'était aujourd'hui un commentaire, Cherkaoui Rodani, sur cet entretien téléphonique. Bon, écoutez, lorsque deux personnalités comme M. Lavrov et M. Bourita se téléphonent, c'est-à-dire que cette relation est une relation amicale, une relation partenariale, une relation stratégique. Il y avait des discussions sur l'actualité internationale, sur les enjeux de plusieurs équations à l'échelle de la Méditerranée, à l'échelle du continent africain. Vous savez que les fondements de la politique étrangère marocaine reposent sur certains paramètres qui sont stratégiques, c'est le respect de l'intégrité territoriale des États, sur la souveraineté des pays et aussi sur le droit international et la légitimité internationale. Et de là, le Maroc, dans n'importe quelle réunion au niveau des Nations Unies ou bien au niveau des agences spécialisées, ne ménage aucun effort pour voter pour toute une résolution qui est inhérente à ces spécificités qui sont des spécificités qui sont logiques et objectives. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui la Russie reste un pays qui est stratégique dans la perception de Moscou. Le Maroc pourra jouer un rôle pivot dans les relations multilatérales et les relations au niveau du continent africain. Je pense aujourd'hui que cette relation va s'accélérer, va s'intensifier étant donné qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels le partenariat a été amorcé. N'oublions pas la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2016 à Moscou. Donc, je pense que dans cette stratégie, il y a plusieurs chantiers, plusieurs manières de développer. Il y a ce qu'on appelle l'énergie nucléaire pacifique. Le Maroc, il est dans une voie de construire toute une conception stratégique concernant le dessalement de l'eau, concernant d'avoir une autonomie stratégique au niveau de l'énergie. Je pense que la Russie pourra jouer un rôle d'équilibre très très important dans ce développement-là. Donc, étant donné ces caractéristiques de cette relation, je pense que la relation maroco-russe, c'est une relation qui est en voie de développement. Il y a la sincérité, il y a la confiance aussi. Ici, il y a la compréhension, il y a l'objectivité. Il y a l'objectivité, d'autant plus que, vous l'avez rappelé, il y a le vote inédit du Maroc suite à la dernière réunion aux Nations Unies sur cette résolution qui, justement, incrimine la Russie dans cette guerre en Ukraine. C'est pourquoi je viens de vous dire que le Maroc respecte l'intégrité territoriale de tous les États qui sont reconnus à l'échelle de l'ONU. Le Maroc, toujours, il est pour le règlement de différends, que ce soit à travers d'une manière pacifique. Et aussi, le Maroc, il est avec le droit international, et avec la légitimité internationale. C'est pourquoi le Maroc n'a jamais pris part de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, et de fait, et bien évidemment, il y avait la rencontre de Ramstein. Mais le Maroc, il est membre, c'est un allié de l'OTAN et de fait, il est là pour comprendre, pour écouter, aussi pour voir les dimensions de cette guerre qui, on va discuter,
a des répercussions globales à l'échelle de l'ordre mondial. Et de fait, aujourd'hui, cette relation maroco-russe n'a pas été impactée. Au contraire, il y a une compréhension objective de la part de Moscou du vote marocain, étant donné que le Maroc ne change pas sa politique étrangère. L'intégrité territoriale des États reconnue par l'ONU, c'est une ligne rouge. Absolument. Et vous l'avez évoqué, cette guerre en Ukraine est un véritable tournant pour la géopolitique mondiale. Vous avez parlé de répercussions. Quel est l'impact sur une région, sur un espace qui est donc proche notamment du Maroc, mais qui concerne tout un nombre de pays? C'est l'espace méditerranéen. Quel impact sur l'espace méditerranéen déjà direct de cette guerre en Ukraine avec toutes les répercussions géopolitiques qu'elle a? Le bassin méditerranéen, c'est un espace vital, stratégique pour l'ensemble de la communauté internationale et aussi pour les pays riverains, que ce soit les pays riverains du Nord ou bien du Sud. Mais malheureusement, depuis très très longtemps, cet espace connaît des mutations profondes, des tensions qui s'accentuent au fur et à mesure du temps, surtout avec la fracture qui existe entre le Nord et le Sud. Et étant donné aussi, il y a certains problèmes qui persistent. On parle de la Syrie, on parle de l'Irak, on parle du problème de l'Est de la Méditerranée avec les tensions qui existent sur la question énergétique entre la Turquie et les pays européens. On parle de l'Ouest de la Méditerranée avec le problème de la Libye et avec la géopolitique tout entière du nord de l'Afrique. Et donc, je pense aussi que le problème qui existe encore, c'est le problème de la bande sahélo-saharienne, avec le problème aussi de l'immigration clandestine. Et de fait, aujourd'hui, ce déphasage qui existe entre le nord et le sud de la Méditerranée a créé donc ces tensions-là et a créé cette fracture, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau éducatif. Et il faut dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui le mur de Berlin est tombé, malheureusement, ce mur de Berlin, il a provoqué un mur de malentendus entre l'Est et l'Ouest, entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Et je pense que la manière de percevoir le sud de la Méditerranée n'a jamais été médiocre qu'en ce moment de cette crise russo-ukrainienne. Et de fait, aujourd'hui, avec le terrorisme qui s'installe davantage maintenant en Syrie, d'ailleurs, dans la région de Bédia en Syrie, on s'aperçoit que Daesh n'a pas été éradiqué à 100%. Il y a un retour de Daesh dans le nord de l'Irak et même dans certaines régions en Syrie, dans la bande sahélo-saharienne, dans l'Afrique de l'Ouest et même dans certaines régions en Afrique. Et de fait, aujourd'hui, le bassin méditerranéen, c'est un bassin qui a connu une mutation profonde au niveau de la logique de certaines doctrines géopolitiques, à savoir la doctrine géopolitique eurasiatique prônée par la Russie, One Round, One Belt de la Chine et aussi l'Indo-Pacifique élargie au continent africain. Donc, cette politique d'endiguement de la Russie par l'OTAN, donc il faut le dire aussi, parce que certes, cette guerre en Ukraine a créé une légitime émotion, mais il ne doit pas transformer en un piège, il ne doit pas se transformer en un piège qui ne permettent pas de voir les choses d'une manière rationnelle. Est-ce que c'est pour ça que nous assistons à une recomposition des alliances mondiales et en gros, est-ce qu'on peut parler d'un retour des non-alignements de pays assumés? Écoutez, aujourd'hui, effectivement, cette crise, il faut savoir une chose qui est très importante. Pour la Russie, le problème de l'Ukraine, c'est un problème technique. C'est un problème, mais le problème qu'il y a avec la Russie, il est avec l'OTAN et avec les États-Unis. Donc, je pense aujourd'hui, pour la Russie, l'Ukraine, c'est un glacier protecteur. Et pour les États-Unis, l'Union européenne, c'est un glacier protecteur, militairement parlant et stratégiquement parlant. Et de fait, aujourd'hui, effectivement, cette guerre en Ukraine, il a changé en profondeur des doctrines militaires. On s'aperçoit, par exemple, à l'échelle du Japon, un changement global de la doctrine militaire. Donc, on voit une perception d'une doctrine hybride, une doctrine non linéaire, et avec une façon d'avoir des engagements militaires dans la profondeur et dans la saturation avec des espaces tactiques. Et de fait, aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, donc on parle
parle d'une doctrine, par exemple, hybride hautement avancée. Pour les Russes, donc on parle de la doctrine de Gerasimov, c'est la doctrine Sharp Power, donc c'est-à-dire la guerre acharnée, avec une multitude de conceptions stratégiques pour freiner et pour vraiment asseoir leur vision et leur perception d'affaiblissement de l'adversaire. Donc, de fait, aujourd'hui, comme on voit par exemple en France, il y a un changement de la programmation militaire 2024-2030 avec un budget qui avoisine 415 milliards de dollars. Et de fait, aujourd'hui, on voit des alliances qui vont dans le sens de... Mais sont des alliances, il faut le dire aussi, ne sont pas des alliances qui sont sur les bonnes bases. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, le discours de Macron à l'économiste, au magazine économiste britannique, lorsqu'il a dit que l'Europe est au bord de précipice. Donc, il a perdu le fil de l'histoire. Et donc, de fait, aujourd'hui, vraiment, on voit que l'Europe est en proie d'un sentiment de doute existentiel. Et donc, je pense dans cette perception, donc on s'aperçoit que l'Europe, donc il va perdre beaucoup des alliés stratégiques. Et même cette guerre de Russie ukrainienne va ralentir le rapprochement de l'Est avec l'Ouest, l'Est de l'Europe avec de l'Ouest de l'Europe. Et on comprend donc ces alliances qui sont des alliances, il faut le dire aussi, conjoncturelles. Parce que jusqu'à maintenant, les dés ne sont pas tous jetés et le jeu... Surtout que la Chine reste pour le moment très prudente. Est-ce que vous voyez, comme certains observateurs, Cheikh Beloudani, que cette guerre a refavorisé ou a favorisé cette consolidation d'un bloc russo-chinois, malgré cette prudence extrême de la Chine? Écoutez, moi je pense pour la Chine, la Russie, c'est une base avancée pour contrer l'hégémonie des États-Unis et de l'Occident, étant donné qu'il y a un problème de Taïwan qui s'érige pour la Chine. C'est un problème qui est géostratégique et un problème de dimension existentialiste pour la Chine. Et de fait, je pense que cette connivence qui existe entre la doctrine militaire chinoise et la doctrine eurasiatique, c'est une chose qui est vraiment maintenant qu'on peut discuter et que c'est dans la réalité. Donc, il existe plusieurs paramètres à travers lesquels on aperçoit qu'il y a une stratégie de coordination entre la Chine et la Russie pour faire face à cette montée donc, du bloc occidental. Et cela va au-delà de ses frontières, c'est-à-dire qu'on le remarque aussi et surtout en terre africaine. D'ailleurs, c'est pourquoi, parmi les choses qu'on peut apercevoir aujourd'hui dans les répercussions de cette guerre ukrainienne, c'est le renforcement du bloc BRICS et l'envie de dédollariser donc l'économie mondiale. Donc, je pense aujourd'hui, en Afrique, c'est un continent qui est stratégique pour la Russie, pour la Chine, pour les États-Unis et aussi pour l'Union européenne. Donc, on voit d'ailleurs cette visite de Lavrov récemment à 4 pays dans le continent africain. On voit aussi le continent africain qui est un pays qui est très dépendant du céréal russe et aussi de plusieurs paramètres de la force de Moscou. Et donc, je pense aujourd'hui le continent africain, étant donné qu'il est un continent qui, on peut le considérer comme un glacé protecteur commun pour la Russie et pour la Chine et pour les États-Unis. N'oublions pas la phrase chinoise qui disait que le continent africain, c'est le deuxième continent pour la Chine. Donc, de fait, la dimension géopolitique du continent africain devient un pivot stratégique et pour les États-Unis, pour la Chine et aussi pour la Russie. Et donc, je pense c'est pourquoi on voit ce continent qui devient au fur et à mesure un centre d'intérêt donc, et aussi stratégique pour l'ensemble du pays puissant, surtout les pays à l'échelle internationale. Alors, on ne peut pas parler de dédollarisation de l'économie mondiale sans évoquer l'Arabie saoudite et les nouveaux choix, les nouvelles orientations de la politique extérieure de l'Arabie saoudite, et notamment cet accord inédit entre l'Iran et l'Arabie saoudite, une nouvelle configuration régionale. Quel impact, surtout, pourrait avoir cet accord entre Riyad et Téhéran? Écoutez, du point de vue saoudien, aujourd'hui, le retrait des États-Unis en Afghanistan, sans avertir leurs alliés stratégiques, le retrait des États-Unis de la Syrie,
et aussi le problème qui existe entre la perception des choses entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, parce qu'il y a plusieurs dossiers épineux qu'ils n'arrivent pas vraiment de trouver un point de convergence. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite cherche de mettre en place toute une stratégie pour essayer de se retrouver à la lumière de la crise russo-ukrainienne, un pays qui pourrait tirer profit. N'oublions pas que, par exemple, récemment, les déclarations d'Aramco, avec un chiffre d'affaires qui avoisine 146 milliards de dollars de bénéfices nets, donc c'est une somme qui est très importante que les Saoudiens ont besoin pour reconstruire leur économie et leur dépendance au pétrole et à Aramco. Et de fait, aujourd'hui, pour l'Arabie saoudite, cette guerre, c'est une aubaine aussi pour construire et déconstruire certaines alliances stratégiques à l'échelle du Proche-Orient et aussi à l'échelle internationale, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Pour l'Iran, je pense que c'est une bouée de sauvetage parce que l'Iran, il va sortir de cet isolement. Oui. Voilà, étant donné aujourd'hui, parce que tout le monde parle d'une prochaine bombe atomique, on parle maintenant d'un enrichissement de l'uranium qui dépasse 83%, c'est-à-dire que cette bombe, c'est une question imminente pour asseoir leur vision et asseoir leur conception de la géopolitique au Proche-Orient. Bien évidemment, donc, cet accord, il y aura des impacts sur la région et la sous-région. La Syrie, le Yémen. La Syrie, le Yémen. Je pense qu'il y a un accord sur les Houthis, sur le Hachd Sha'bi en Irak, pour que l'Iran se retire et retire aussi son aide et aussi son soutien à ces mouvements qui menacent la sécurité de l'Arabie saoudite. Mais je pense aujourd'hui, effectivement, cet accord, il est inédit. C'est un accord qui pourrait engendrer certaines restructurations de certains axes stratégiques à l'échelle internationale, à l'échelle du Proche-Orient. Je pense qu'Israël, c'est un pays qui sera touché et qui pourra être touché gravement par cet accord parce qu'on voit qu'il y a un antagonisme qui existe entre l'Iran et Israël sur des questions de dimension militaire, de dimension stratégique et de dimension de menace. Donc, et de fait, pour l'Iran, c'est une... Mais il faut dire aussi que, si je ne me trompe pas, c'est que, étant donné donc, les équations qui s'imbriquent, que cet accord est conjoncturel. C'est-à-dire, quand on dit conjoncturel, est-ce que c'est un accord éphémère ou il est parti pour durer ou c'est juste... Non, conjoncturel. C'est parce que la conjoncture a fait que, effectivement, à cause de la guerre en Ukraine, à cause d'autres éléments, et surtout, il y a la Chine au milieu, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs cette photo qui réunit le représentant de l'Iran, de l'Arabie saoudite et au milieu, le représentant chinois. Oui, écoutez, conjoncturel, je dirais, c'est éphémère. Parce que les dossiers de discorde qui existent entre l'Arabie saoudite et l'Iran sont des dossiers qui sont... On ne peut pas les traiter avec une seule rencontre ou bien une rencontre qui dure pendant 2 années en Irak et à Amman et en Chine, parce que ce sont des dossiers vraiment de dimension stratégique. Il ne faut pas oublier aussi... Religieuse aussi. Voilà, il est religieuse, donc il y a un leadership religieux. Voilà, il y a le schisme. Le schisme, c'est un projet géopolitique pour l'Iran. Et donc, je ne pense pas que les Iraniens vont changer leur doctrine géopolitique pour les beaux yeux des Saoudiens. Donc, on va rentrer de ce qu'on appelle la profondeur de la doctrine iranienne, c'est ce qu'on appelle l'art de la dissimulation. Donc, on va laisser passer cette tempête qui va écraser l'Iran, surtout avec les problèmes internes qui existent, d'accord, mais on va mettre en sordine donc, les problèmes qui existent avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est un pays majeur, un pays pionnier dans la politique et dans l'architecture du système de perception politique et de stratégie à l'échelle du monde arabe. Et donc, je ne pense pas que les Saoudiens vont se laisser faire. Donc, et de fait, aujourd'hui, donc, dans un peu de temps, il y aura un surgissement de certains vraiment problèmes qui est plus grave. N'oublions pas aussi que le développement de la bombe nucléaire, le développement aussi de certains missiles hypersoniques et ultramodernes par l'Iran, et aussi le développement des drones constitue une menace
de la sécurité nationale saoudienne. Donc, étant donné, donc la Chine, oui, la Chine va tirer profit parce que la Chine, c'est le premier importateur du pétrole saoudien d'Aramco. La Chine entretient des relations, il voulait entretenir des relations stratégiques avec l'ensemble des pays du Golfe, vu son projet géopolitique One Round, One Belt. Et aussi, il cherche aussi des investissements de créer une banque de développement entre les pays du Golfe et la Chine pour structurer toute une stratégie globale dans sa confrontation, dans son antagonisme avec les États-Unis dans la région de la sous-région. Et surtout cette dollarisation et dédollarisation de l'économie, on revient justement au point initial. Alors, revenons au point initial, en tout cas géographique, de cet entretien avec vous, Cheikhraoui Roudani. Il s'agit du pourtour méditerranéen. Nous avons parlé bien sûr des changements, des mutations qui sont en train de s'opérer dans cette région hautement stratégique, rappelons-le, à cause justement de sa géographie. Il y a le Maroc dans tout cela. Oui. Comment se positionne le Maroc? Comment le Maroc, avec son positionnement géostratégique, quel rôle est-il appelé à jouer au sein de ces mutations quasi quotidiennes, j'ai envie de dire? Vous savez, aujourd'hui, le Maroc est appelé à jouer un rôle très, très important. Il y a maintenant un enchevêtrement des axes stratégiques dans son espace vital, qui est la Méditerranée, et aussi dans l'Atlantique, et aussi dans le continent africain. Le Maroc, c'est un centre de gravité d'un triangle géostratégiquement important, proche de l'Europe, l'Afrique et le monde arabe. Le Maroc reste un pays qui est très inhérent à la perception de plusieurs doctrines géopolitiques. Je parle de la doctrine de Sud-Atlantique, de la doctrine géopolitique de l'Indo-Pacifique élargie qui contient aussi le continent africain, et aussi de la perception de la sécurité de l'Europe. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a un problème de la géopolitique de l'énergie. Le Maroc est appelé à jouer dans un rôle dans ce qu'on appelle le gateway européen. Donc, il y a plusieurs sur la question de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, sur la question de l'immigration clandestine, sur la question aussi de l'intégration des continents africains. Donc, le Maroc est dans ce puzzle, il est pays pionnier. Donc, comme le fait, par exemple, donc on parle de la Méditerranée, on parle d'un conflit majeur, c'est ce problème israélo-palestinien. Sa Majesté, c'est le commandant des croyants et le président du comité d'Al-Quds. Donc, il joue un rôle pionnier dans la défense des intérêts de la Palestine. Il joue un rôle très, très important dans la perception d'une solution de paix et de sécurité dans la région et la sous-région. Donc, je pense aujourd'hui, à travers tout ça, donc, il faut voir ces alliances stratégiques avec un pragmatisme, avec un regard qui pourra laisser le Maroc dans cette conception stratégique. Ce n'est pas nouveau, ça toujours, en fait, c'est historique au Maroc, cette position particulière qu'a le Maroc sur beaucoup de dossiers internationaux. C'est-à-dire que ça ne remonte pas à l'année dernière ou il y a 10 ans, c'est depuis plusieurs décennies maintenant que, effectivement, le Maroc joue un rôle clé et pivot dans la région méditerranéenne, soit en ce qui concerne le voisin direct du Nord ou aussi au Proche-Orient. Oui, tout à fait. Sauf aujourd'hui, nous parlons d'un contexte qui est difficile. C'est les répercussions de la guerre russo-ukrainienne, le changement éventuellement de l'ordre international avec des axes stratégiques qui se mettent en place. Aussi, maintenant, l'ouest de la Méditerranée devient devient pivot dans la perception sécuritaire pour l'Occident, pour les Chinois et aussi pour le Maroc. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, bien évidemment, avec ses alliances stratégiques avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec l'Union européenne et aussi avec le continent africain, est appelé aussi à consolider ses avantages stratégiques dans la perception de créer une autonomie stratégique au niveau de ses alliances et au niveau de sa perception du multilatéralisme
multilatéralisme, que ce soit sécuritaire ou bien économique. Et de fait, aujourd'hui, le Royaume, effectivement, joue un rôle clé dans cet environnement qui, je peux appeler un espace tactique où il y a une conflictualité croissante de plusieurs doctrines militaires et de plusieurs doctrines géopolitiques. Et justement, c'est de cela qu'il s'agit dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez parlé de multilatéralisme. Il s'agit de multilatéralisme, notamment sécuritaire et de défense, mais qui se base sur un bilatéralisme entre le Maroc et les États-Unis. Nous allons en parler avec vous. Restez avec nous, Cherkaoui Roudani, dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à cette seconde partie de questions d'actu où il est question de coopération sécuritaire et militaire entre le Maroc et les États-Unis, mais aussi ce triptyque Maroc, États-Unis et Afrique, et ce, dans le sillage de plusieurs sujets qui sont un peu plus d'actualité. Tout d'abord, celle de la visite du chef d'état-major américain, le général d'armée Mark Milley. Il était ce week-end à Rabat. Il a été bien sûr question de coopération bilatérale dans le domaine de la défense et aussi les possibilités de renforcer davantage cette coopération. Comment? C'est ce que nous allons discuter avec notre expert avec nous ce soir sur le plateau, professeur Cherkaoui Roudani. D'abord, peut-être rappelons le contexte de la visite du chef d'état-major qui est inédite, une visite inédite et une première. C'est la première visite en Afrique. Pour un chef d'état-major de l'armée des États-Unis d'Amérique. Oui, c'est le président des chefs d'état-major des États-Unis parce qu'il y a 9 chefs d'état-major aux États-Unis. Chef d'état-major de 9 commandements qui existent aux États-Unis, donc OPCOM, AFRICOM, USCOM, CENTCOM. Donc, Mark Milley, c'est le président des chefs d'état-major, c'est le premier conseiller du président Biden concernant la question de la sécurité et de la défense. Donc, c'est un homme indispensable pour le Pentagone, pour la sécurité nationale américaine. Et aussi, c'est lui qui met en place toute une stratégie globale de mettre en place des coopérations militaires. Nous l'avons vu dans la crise russo-ukrainienne, on l'a vu donc dans plusieurs situations. D'ailleurs, avant de visiter le Royaume du Maroc, il a été à Rome en Italie. Il a rencontré le ministre de la Défense italienne. Et donc, la discussion il a été portée sur la reconfiguration et la remodélisation de la puissance de l'OTAN pour intégrer dans le nouveau concept stratégique 2023 le terrorisme et l'instabilité des acteurs non étatiques et la présence des acteurs non étatiques dans l'Afrique et notamment dans l'Afrique subsaharienne de l'Ouest. Et je pense aujourd'hui, cette visite, il a plusieurs dimensions. Il a une dimension politique, c'est la reconnaissance américaine qui se réaffirme, la reconnaissance américaine de l'intégrité territoriale du Maroc, donc qui se confirme et qui se réaffirme avec cette visite. Il y a la dimension aussi opérationnelle parce qu'il y avait une rencontre avec l'inspecteur général des forces royales marocaines sous instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc on a vu donc la mise en place une réunion avec les 5 chefs de bureau des phares qui ont été aussi présents dans cette réunion pour discuter les manœuvres militaires prochains Africa Line qui se dérouleront dans les provinces du sud du Maroc et aussi parce qu'il y a une dimension stratégique, la présence de l'Iran et de la Russie dans la région qui, au fur et à mesure, de plus en plus, on le sent. Donc, on aperçoit qu'il y a un changement global dans la géopolitique et même de cette région qui devient une région de dimension géostratégique. Absolument. Et d'ailleurs, c'était l'objet de cette réunion à Rome qui a réuni d'une part des responsables américains avec à leur tête Mark Milley, mais aussi des responsables italiens, européens et africains. Il s'agit de contenir des activités des acteurs rivaux des États-Unis, notamment en Afrique. Alors, justement, Mark Milley a déclaré que le Maroc était un partenaire et un grand allié des États-Unis, pour citer ces termes à l'issue de ses entretiens avec les hauts responsables marocains. C'est un grand allié des États-Unis, un pays stable dans un continent et une région en quête de stabilité. Un commentaire déjà sur ces déclarations de Mark Milley. Oui, en quête de stabilité, parce qu'aujourd'hui, l'Iran est considérablement présente aujourd'hui dans la région et la sous-région avec des manœuvres qui permettraient de mettre en place une stratégie globale
qui est capable de développer une approche qui pourrait mener à une instabilité permanente dans la région et la sous-région. De plus, aujourd'hui, il y a un axe stratégique qui est en train de se mettre en place dans les frontières sud de l'OTAN. Et donc, de fait, aujourd'hui, le Royaume du Maroc joue un rôle clé pour mettre en place toute une stratégie donc, pour faire face à ce développement qui pourrait changer aussi l'ordre mondial. Le Maroc, pas membre de l'OTAN, mais allié de l'OTAN. Allié de l'OTAN. Et effectivement, donc, je pense aujourd'hui, à travers donc, cette relation, d'ailleurs, il faut mettre l'accent sur un point qui est très important, c'est que nos relations avec Washington s'inscrivent dans une relation triangulaire. Il y a le Maroc et Israël et Washington. Donc, c'est une relation qui est très, très importante au niveau des trois pays, donc, pour faire face à une montée globale et une prolifération donc, de menaces qui pourraient saper l'intégrité territoriale de plusieurs États. Donc, je pense aujourd'hui à la présence de l'Iran et des acteurs non étatiques dans la région et la sous-région, donc, pourraient effectivement menacer et saper l'intégrité territoriale des États africains. Donc, et de fait, aujourd'hui, donc, cette relation, c'est une relation qui est extrêmement importante, vu l'ampleur aussi des enjeux qui sont considérables et qui pèsent sur une perception géopolitique et une perception stratégique des États-Unis. Donc c'est pourquoi donc, nous avons vu qu'après cette rencontre à Rome, directement, le président des armées interarmées américaines a fait la visite au Maroc. C'est symbolique et aussi c'est stratégique parce que le Maroc devient un pivot géopolitique et un pivot dans la stratégie globale de Washington. La sécurité nationale américaine dans l'Atlantique et dans la Méditerranée, donc il est menacé avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on sait sur la présence de ces États, donc et aussi des acteurs non étatiques. Et de fait, aujourd'hui, qu'on voit par exemple la dimension de cette relation militaire, il faut mettre l'accent sur, par exemple, chaque année, il y a Africa Line, donc c'est une manœuvre qui est très, très importante. En ce moment, au Ghana et au Côte d'Ivoire, donc il y a une manœuvre militaire entre le Maroc et les États-Unis et à peu près 15 pays africains et 2 pays européens qui s'appelle Flintlock 2023. De quoi il s'agit justement donc, alors, vous faites bien de le soulever. Vous avez parlé d'African Lion, il y a Flintlock 2023, donc 2023. C'est un autre programme qui réunit des soldats issus d'une trentaine de pays, pour être plus exact, de 29 pays. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, le continent africain connaît une prolifération des activités, et donc il y a une concurrence déjà stratégique. Comme il disait le général Stephen Bloom, c'est le commandant des États-Unis du Northern Command. Il a dit qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue la cheville ouvrière d'une concurrence d'équilibre stratégique des États puissants. Donc, de fait, aujourd'hui... Il fait allusion au groupe Wagner, au groupe russe Wagner en Afrique. Je parle de Wagner, je parle des acteurs non étatiques comme les groupes séparatistes. On l'a vu dans les recommandations du Forum international ou bien de la rencontre internationale contre Daesh qui s'est tenue à Marrakech. On l'a vu récemment au Niger, ce qu'on appelle Africa Focus Group, avec le Maroc, les États-Unis, l'Italie et le Niger. Ils ont mis l'accent sur la présence des groupes séparatistes qui travaillent en connexion avec les groupes terroristes. On a vu aussi même l'émergence de plusieurs zones stratégiques des groupes terroristes, comme la région de l'Uptako-Gourma ou la région de Trois Frontières entre le Mali et le Burkina Faso, qui devient l'épicentre de terrorisme et une assise territoriale de terrorisme dans l'Afrique subsaharienne. Le golfe de Guinée aussi devient un épicentre des groupes terroristes, surtout l'État islamique au Grand Sahara. Dans la région au nord de Mozambique, de la région Cabo Delgado, donc devient aussi un épicentre qui pourrait nuire aux intérêts stratégiques des États puissants et même à la doctrine géopolitique américaine, l'Indo-Pacifique élargi qui comprend le continent africain. Donc, et de fait, aujourd'hui, nous sommes devant un continent qui est très, très malade, qui est en proie à des facteurs d'instabilité et qu'il faut essayer d'arrêter cette hémorragie. Je pense aujourd'hui la relation entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, c'est une relation de dimension stratégique, de mettre en place une vision plus globale pour lutter contre le terrorisme
terrorisme et de l'extrémisme violent, et aussi mettre en place une stratégie d'intégration du continent africain. N'oublions pas le sommet afro-américain avec la mobilisation d'à peu près 54 milliards de dollars américains pour donner un élan économique. Je pense aujourd'hui, les États-Unis, ils pesent, si vous acceptez le terme, la façon et la perception de Sa Majesté le roi Mohamed VI de régler et de gérer les affaires du continent africain avec une vision globale, soulignant que Sa Majesté a mis l'accent sur la perception globale de régler ces conflits à travers un développement économique et social, et après la sécurité vient après. Donc je pense dans cette logique-là, donc il y a cette manœuvre militaire aujourd'hui au Ghana, en Ghana et au Côte d'Ivoire. Voilà, au 15 mars, ce sont des forces spéciales avec 15 pays africains, aussi 12 pays européens, avec 1500 soldats pour travailler sur l'interopérabilité des forces spéciales pour lutter contre ce genre de fléaux qui surgissent dans le continent africain. Donc, de fait, aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a d'autres manœuvres militaires maroco-américaines. Je parle de Atlas Handshake Lightning et Maroc Mantlet. Ce sont des manœuvres militaires de dimension très, très importante. Et tout ça rentre dans une logique de créer une interopérabilité avec une approche plus avancée. Première en Afrique, C5A. C5A, c'est contrôle, commandement et aussi cybercinétique et aussi donc le renseignement. Donc et tout ça rentre dans une logique de mettre en place tout un système global d'interopérabilité entre les forces aériennes et les forces terrestres et les forces marines, donc navales. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle, on travaille maintenant avec les États-Unis sur ce qu'on appelle le Linking 25. C'est la première fois après la Corée du Sud que le Maroc entame cette approche d'interopérabilité de ces forces avec ces composantes essentielles pour lutter et pour se permettre aussi d'être en dimension de mettre un conflit et de gérer un conflit de haute intensité. Donc, et de fait, aujourd'hui, de là, on comprend que 90% de l'armement marocain vient des États-Unis avec un système patriote, avec HIMARS, avec des systèmes, par exemple, on parle d'ailleurs MQ-9B, c'est des drones les plus sophistiqués. Il y a 3 pays qui avaient ce drone-là, les États-Unis, le Maroc et la Grande-Bretagne. Israël, il a ces choses. Par exemple, Barak 3, qui a été un contrat avec Israël, ça a été aussi, c'est un consortium américo-israélien. Et de fait, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les chars américains qu'on développe, par exemple, Mi-1 sont des chars qui sont très, très importants pour les forces terrestres marocaines qui permettent aujourd'hui de renforcer la doctrine militaire marocaine s'il y a quoi que ce soit qui menace la stabilité et la sécurité des Marocains. Alors, des Marocains et des Africains aussi. Et des Africains. Et alors, comment, justement, comment booster, comment... Il s'agit, et ça c'était dans le siège de la visite de Mark Milley, d'augmenter davantage la coopération militaire et sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis. Comment, selon vous Écoutez, il faut absolument aujourd'hui, quand on parle de convergence d'une stratégie commune, il y a une convergence des efforts. Aujourd'hui, nous sommes dans une relation triangulaire poussée. Il faut savoir que le Maroc, c'est le 3e partenaire stratégique des États-Unis après la Grande-Bretagne et Israël. Donc aujourd'hui, nous avons besoin des moyens de renforcer nos relations avec Israël parce que la coopération militaire maroco-israélienne, c'est une coopération qui est très, très importante avec des dimensions stratégiques, mais qui a besoin d'un soutien financier américain et que même le Maroc, aujourd'hui, il a besoin de certains armements plus sophistiqués pour qu'on puisse peaufiner toute une stratégie globale et multidimensionnelle qui pourrait mener le Maroc à conduire un conflit de haute intensité, qu'il soit conventionnel ou bien asymétrique, étant donné qu'il y a une prolifération des groupes terroristes qui pèsent et qui nuisent à des intérêts stratégiques du continent africain. Deuxième chose qui est très importante, aujourd'hui, le Royaume du Maroc s'est lancé dans une politique de développement d'une industrie militaire. On a besoin de consortiums américains, de ce qu'on appelle le multinational américain, comme Martin, comme Boeing. D'ailleurs, récemment, il y avait donc la signature d'un contrat très, très important pour les Abrams MA
One, c'est très très important pour aussi les Apache 64A, pour le renouvellement des avions F-16 Viper, du matériel militaire. Du matériel militaire. Mais le Maroc aujourd'hui, il a besoin que les États-Unis fassent un pas en avant parce qu'aujourd'hui, lorsque... Comment ? Voilà, il faut... C'est-à-dire, concrètement, est-ce qu'il s'agit là de... bien sûr, c'est une coopération qui est d'abord humaine, comme on le voit grâce à ces opérations et à ces exercices militaires divers, mais aussi une coopération dans l'acquisition d'armements. C'est ce que vous voulez Écoutez, dire Madame Ihsan, il faut qu'on parle un chat, un chat. Si aujourd'hui, l'Europe, c'est un cycliste qui a fait un grand effort, oui. mais malheureusement, on n'arrive pas d'aller jusqu'au bout. D'accord, oui. Dans sa perception de l'importance du Royaume du Maroc comme étant le rempart contre les groupes terroristes ou bien un dynamo de la sécurité dans le continent africain et notamment l'Afrique subsaharienne du Sahel. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la perception américaine, la stratégie américaine, cette relation, j'ose dire que c'est une relation avec une dimension géostratégique. Pourquoi ? Je vous explique. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de pousser, de mettre en place toute une logique de remodélisation de l'OTAN en poussant l'Union européenne à dépenser davantage, donc plus de 2% du PIB, pour peaufiner l'OTAN, pour qu'il soit capable, oui. Dans le cadre de la sécurité européenne collective, on parle de SCAF, on parle de MCGI, on parle de beaucoup de projets. Donc, et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on voit l'Europe, comment elle est réticente devant cet appel, donc les États-Unis ont cherché de développer une stratégie coercitive qui est capable de sécuriser l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Donc, c'est-à-dire que les équations géostratégiques dans l'Est de la Méditerranée avec les équations géostratégiques de l'Ouest de la Méditerranée, on a besoin des partenaires clés, stables, à qui on fait confiance et aussi crédibles. Donc c'est le choix du Maroc. Depuis 2100, ce n'est pas pour les beaux yeux du Maroc, parce que le Royaume du Maroc, il a donc une position géopolitique et géostratégique et aussi géographique qui est très important, parce qu'on parle d'un centre de gravité de 3 doctrines géopolitiques qui sont essentielles pour l'existentialisme de la perception stratégique américaine de l'OTAN. On parle de la doctrine géopolitique de l'Indo-Pacifique, on parle de la doctrine géopolitique du sud de l'Atlantique, on parle de la doctrine géopolitique de ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient qui va de Tanger jusqu'à le Pakistan. Et donc, de fait, on a besoin de créer un appui. Donc, et aussi, il faut dire que dans la conception stratégique de le continuum système de défense américain, il y a un changement de cap. Je vous explique. Aujourd'hui, les Américains, ils mettent l'accent, et d'ailleurs, Austin, il a dit récemment, dans une rencontre avec Joe Biden. On n'a plus besoin de mettre en place des éléments militaires, des bases militaires, mais on a besoin de créer des éléments en mouvement en mettant en place des zones d'appui pour que les autres pays, les alliés, avec leurs militaires, pourraient conduire, on l'a vu en Ukraine, il n'y a pas vraiment une implication directe. Donc, on n'a pas un soldat GIA qui a mis les pieds sur le terrain ukrainien. Et donc, de fait, devant ce qui se passe avec la présence de l'Iran, d'ailleurs, on parle que l'Iran, et donc de peaufiner sa bombe atomique, c'est une question de temps, d'ailleurs. Ils sont à quelques pourcents. Donc, il a réussi avec l'Iran. Il cherche donc une base avancée pour contrer le sud de l'OTAN, les frontières sud de l'OTAN. Et donc le Royaume du Maroc, il est visé dans cette stratégie de l'Iran et même de la Russie. Donc pour qu'on puisse faire notre travail, on a besoin de soutien global et d'un soutien stratégique. On ne peut pas faire le travail tout seul, mais ça nécessite vraiment un développement d'une vision commune avec une stratégie commune. Parce que si on n'a pas un projet commun, on ne peut pas avoir une vision commune. D'ailleurs, c'est ça notre problème. Quel serait le projet commun ? Quel serait ce projet commun qui lierait ces deux partenaires, les États-Unis, qui sont très loin ? Bon, on peut comprendre que la menace terroriste soit proche de l'Europe, donc on comprend. Mais quid des États-Unis ? Écoutez, aujourd'hui, les États-Unis, dans sa géopolitique, ils cherchent des zones, donc ils cherchent ses intérêts stratégiques. Dans la perception de la sécurité nationale de Washington, américaine, donc il y a l'Atlantique. L'Atlantique,
Donc, c'est le carrefour, c'est le corridor le plus important, étant donné c'est le corridor le plus stable. C'est le corridor qui mène vers l'Indo-Pacifique et qui relie la Méditerranée. Tout passe par ce qu'on appelle la géopolitique espagnole, la route d'Andéras. Donc, et de fait, aujourd'hui, les Américains ne sont pas dupes. Donc, ils voient que le Royaume du Maroc, un allié historique, stratégique, qui, comme l'a dit Marc Millet, on peut faire confiance. D'ailleurs, le niveau de renseignement, d'échange de renseignements avec les États-Unis, il est très, très fort parce que nous avons une convergence stratégique et parce que aussi le continuum défense-sécurité marocaine, il est basé sur une pyramide d'organisation plus structurée qu'autres pays africains ou bien arabes. Oui. Et de fait, on voit que ce rôle pivot du Maroc dans le démantèlement des réseaux terroristes, et même, nous l'avons vu avec, par exemple, la cellule de Col James Bridge aux États-Unis, comment le Royaume, les services de renseignement marocains ont joué un rôle très important. Et ce n'est pas pour les beaux yeux que Christopher Ryle a été ici au Maroc, que M. Abdeltif Hamouchi a été reçu, été accueilli d'une manière incroyable avec ce qu'on appelle la communauté de renseignement américain, sachant bien que la communauté de renseignement américain, c'est 17 services de renseignement américains. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une logique de mettre en place, une structure capable de modeler l'ordre mondial selon les intérêts. Mais nous devons avoir une devise. Nous n'avons pas d'amis, ni d'ennemis, mais nous devons chercher les intérêts du Royaume du Maroc. Comme ils disaient, donc il ne faut pas être dans la logique des bisounours, de regarder l'angélisme. Donc il faut trop que cet angélisme de penser ou de percevoir la diplomatie, en mettant l'accent sur les intérêts permanents du Royaume du Maroc dans la région, la sous-région et même à l'échelle internationale. Et de fait, aujourd'hui, nous avons besoin d'un rôle qui est très majeur. D'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI, il fait un rôle extraordinaire dans la géopolitique du Proche-Orient, surtout avec le problème israélo-palestinien, dans le problème donc, de terrorisme et la contre-insurrection en Syrie et en Irak. Donc le Royaume joue un rôle très, très important. Donc un travail énorme d'échange de renseignements et d'informations avec les services de renseignement à l'échelle internationale. D'ailleurs, lorsqu'on voit, par exemple, le rapport des ministres des Affaires étrangères américains sur l'importance du Royaume dans la lutte contre le terrorisme, on aperçoit qu'il y a une vision réaliste. Donc, nous, on doit voir les choses avec la réelle politique. Les intérêts du Royaume du Maroc vont dans son sens, donc on doit chercher de travailler là-dessus. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, ces relations sont très très importantes, sont stratégiques, mais ils pourraient être plus performantes dans l'intérêt des intérêts permanents du Royaume du Maroc. Merci beaucoup, Cherkaoui El-Roudani. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, madame, merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que cet épisode de Questions d'actu touche à sa fin. Merci pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée à tous.